Vous écoutez le balado Collatéraux. Avec nous aujourd'hui, Cathy et Jean-François, cofondateurs de Passé Présent, une firme de design d'intérieur durable. Nous allons discuter de l'amélioration de nos espaces intérieurs par une optique d'éco-conception. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions et à nous partager vos idées via la section commentaires. Cette balado est une production de l'entreprise Collatéraux qui surcycle des textiles et des vêtements de seconde main pour prolonger leur durée de vie. L'intention de notre balado est de rassembler les initiatives des entreprises locales afin de partager et démocratiser le savoir-faire durable au Québec. Pour en apprendre davantage, visitez notre site web collatéraux.com. Fait que l'origine de Passé Présent, en fait, c'est Cathy et moi, on s'est rencontrés au cégep. On a étudié ensemble au cégep du Vieux-Montréal en design d'intérieur, un programme technique. Puis, on s'est toujours dit un peu en joke qu'on allait se partir une entreprise de design ensemble. Ouais. Puis, à un moment donné, tu sais, c'était récurrent, là, à chaque souper qu'on faisait. C'est comme, ah oui, on va se partir en affaires, ça va être le fun. Puis, à un moment donné, Cathy a dit, ben, on se part en affaires quand toi, t'es prêt. Puis j'ai dit, ben, let's go, je suis prêt. Et c'est comme ça qu'on s'est décidé en un coup de tête. Ouais, ça en est suivi comme un 6 mois pour trouver le nom de l'entreprise. C'est la vision, tu sais, vers où on voulait s'orienter. Les deux, on avait déjà des valeurs pour le design durable, l'éco-responsabilité. Fait que c'est sûr que notre business allait prendre cette direction-là. Puis quand on a trouvé le nom, passé présent, c'est là que ça s'est vraiment concrétisé. Pour l'histoire, là, puis c'est une petite histoire cute à raconter. Ça faisait 6 mois qu'on cherchait un nom. Puis à un moment donné, on était à la bibliothèque. Puis on a dit en joke, hey, let's go, on va ouvrir des livres puis on va trouver notre nom d'entreprise comme ça. On va juste piger. Genre, le premier qu'on ouvre, c'est notre nom. Bon, évidemment, on a ouvert en 25, là, mais on a trouvé le passé présent, puis ça a été le déclic. C'est la parfaite description de dire on honore le savoir-faire du passé, l'architecture, le bâti, qu'est-ce qui est déjà existant, mais on apporte des solutions qui sont ancrées dans le présent. Ouais. Qui sont fidèles aux préoccupations des gens d'aujourd'hui. Tu sais, c'est ça, on parle de passé présent, c'est un design durable. C'est quoi votre définition de durable? Pour nous, je pense qu'il y a plusieurs facettes qu'on regarde. L'idée, c'est de préserver une partie de ce qui est existant, parce que peut-être que d'autres compagnies de design, c'est plus intéressant de recommencer à zéro. Donc, pour nous, il y a beaucoup de respect de l'existant, c'est d'essayer de conserver ce qu'on peut. Donc, ça, c'est au niveau de la rénovation. Il y a aussi le fait, les matériaux qu'on va sélectionner, on va essayer d'être plus responsables dans nos choix de matériaux. C'est, mettons, ils ont des propriétés éco-responsables, ils vont pas avoir de VOC, des choses comme ça, mais aussi essayer d'avoir, mettons, des essences du Québec ou des matériaux qui sont plus locaux, plus locaux possible. Oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est les deux facettes. Puis je dirais la troisième facette, c'est dans l'exécution des travaux. C'est de s'assurer que les sous-traitants qu'on sélectionne partagent la même vision du design durable que nous pour que justement, comme on récupère beaucoup d'existants, ben que l'entrepreneur soit au courant quand il commence les travaux, que ce sera pas on efface et on recommence. Il y a des portes qui vont changer de place, il y a des luminaires qu'on va réinstaller ailleurs. Il faut vraiment qu'on soit sur la même page. Puis évidemment, ils connaissent aussi ces fameux matériaux qu'on sélectionne. On est quand même chanceux au Québec parce qu'on a beaucoup de matières premières et de bois qui vient d'ici. Fait qu'on est choyé à ce niveau-là parce que c'est un peu plus facile d'aller sélectionner les matériaux versus si on est en Europe que du bois, bonne chance. Mais pas de la céramique. C'est ça. On a moins de pierre. Je pense que c'est là que je dis ma phrase clé, là, que le design durable, c'est apprendre à aimer les compromis.
Parce que si tu veux faire un intérieur qui est 100% vert, écologique, t'avanceras pas, ça se passera pas. Tu sais, on s'entend que on a des produits qu'on n'a pas le choix d'aller chercher en Chine ou en Europe. Des fois, on a des éléments qu'on n'a pas le choix de démolir pour réussir à arriver au résultat qu'on veut obtenir. Donc, c'est ça, on fait des compromis en disant, ben regarde, si je sélectionne tel pourcentage de matériaux locaux, si on réussit à réutiliser telle partie de l'intérieur, ben on peut permettre de dire, admettons, on va chercher une toilette qui est faite en Chine ou une céramique qui est fabriquée en Italie, parce que de toute façon, localement, ça n'existe pas. Donc, le compromis, et au début, on avait de la difficulté parce qu'on essayait vraiment de pousser loin, puis là, on se disait, mais là, finalement, on n'a pas tant respecté nos valeurs, on est allé chercher des produits qui viennent de l'extérieur, on a démoli telle affaire, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a quand même une bonne partie, finalement, des matériaux qu'on avait sourcés localement, de mobilier réutilisé seconde main. Donc, finalement, ben, oui, l'intérieur, il est vert au plus qui est possible de le faire. Puis j'imagine aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous pour aussi essayer de trouver un décor qui va être durable dans le temps. Tu sais, qui Ben, veulent. ça faisait beaucoup partie quand tu nous as envoyé les questions. On a eu une discussion justement de dire, OK, oui, les indurables, les matériaux, la composition, mais il faut que ce soit intemporel et évolutif aussi, parce qu'on s'entend que, tu sais, ta vie cette année versus dans 5 ans, ça se peut que ça ait changé. Donc, on veut quand même que ton décor puisse te suivre tout ce temps-là. Essayer d'éviter d'aller dans la mode, parce que les modes, ça se démode. Puis, en 5 ans, on va plus aimer les murs de la même couleur, on va pas aimer les mêmes effets. Je donne l'exemple du terrazzo parce que c'est vraiment le genre de... C'est super tendance C'est en ce tendance, moment. mais si ça trouve, ça va pas perdurer dans le temps et après, il va falloir recommencer. Donc, on essaie d'être le plus intemporel possible en rajoutant des petites notes qui sont des touches funky, ouais, mais qui sont facilement changeables sans tout changer. Ouais. Ce serait quoi comme un exemple, dans le fond, d'une pièce où vous faites, dans le fond, un décor intemporel? Ça serait au niveau des choix des couleurs, des matériaux, des goûts de la personne au lieu des goûts de la mode? C'est vraiment, je pense, que c'est au niveau de l'architecture, du squelette de la pièce. Admettons, en ce moment, on fait un projet de bureau, puis tout ce qui est matériaux fixes, le plancher, les murs, la céramique, on est allé quand même relativement neutre, mais on a amené toutes sortes, dans les couleurs de peinture qui est facilement changeable, on a amené une petite couleur accent, on a amené un dossier un peu plus funky. Dans ce qui est mobilier, on va avoir des coussins colorés. Fait qu'à ce moment-là, on réussit à avoir l'effet wow. Mais si les clients, dans 3 ans, ils disent, ben, tu sais quoi, moi, maintenant, ma couleur corpo, c'est le violet, ben, ça va être facile d'adapter l'intérieur. Oui. Puis même s'ils décident de déménager dans les prochains locataires qui vont prendre l'espace, ça va marcher pour eux aussi, tout comme les autres. C'est ça, ils sont capables de se voir dedans. C'est neutre sans être plate. Puis quand on parle aussi comme évolutif, là, il y a beaucoup de familles qui cherchent à avoir des mobiliers qui font en sorte que s'ils ont plus d'enfants, ça va pouvoir s'adapter. Est-ce que vous avez des clients comme ça qui vous demandent d'avoir des espaces de vie où ils peuvent accueillir des enfants, puis la chambre peut être modulable ou transformée? Je ne sais pas si ça nous est arrivé, mais c'est clair que c'est quelque chose à prendre en considération de base. Mais ça fait partie de notre réflexion. C'est des fois, les gens vont nous amener, ils vont avoir un enfant l'année après. Puis moi, en tant que maman, je sais tout de suite, je dis, ben, tu vas peut-être pas vouloir utiliser la pièce comme ça dans 2, 3 ans. Donc, on prévoit déjà le prix d'avance. Ça fait partie de la job du designer. On se fait toujours un scénario parce qu'évidemment, on ne vit pas dans les lieux qu'on conçoit. Fait qu'on se met à la place de la personne, puis on dit, OK, ben justement, dans 3-4 ans, tu vas avoir des enfants. Ta pièce qui est un bureau en ce moment, ça va probablement devenir une chambre d'enfant. Donc, on va s'assurer, d'avoir un garde-robe de bonne taille, d'avoir un habillage de fenêtre qui peut être utilisé, toutes sortes d'éléments comme ça. Parce que, oui, il y a du mobilier évolutif, mais souvent, je trouve que c'est une gamine, entre guillemets, là, de dire comme, OK, c'est une bébelle, le fun qui va grandir, mais finalement, c'est plus cher et compliqué qu'autre chose.
Fait qu'à ce moment-là, si la conception de base de l'espace, un peu comme on a fait un petit projet à Rosemont où c'était une mère avec son jeune bébé, puis on s'est dit, ben regarde, le bébé, il va grandir. Fait que c'est bien beau qu'on conçoive une chambre d'enfant pour un jeune nouveau-né, mais on va essayer aussi de penser que quand il va marcher, ça va être une toute autre game. Mhm. Fait qu'il faut prévoir puis il faut anticiper, je pense que c'est ça. C'est une des forces d'un bon designer ou une bonne designer, d'être capable de voir dans le temps pour que l'environnement suive l'évolution des occupants. C'est quoi vos inspirations de design? Qu'est-ce qui vous motive, vous excite en ce moment? Il y a comme le premier élément de qu'est-ce qui nous inspire comme designer à la base. Je pense que tous les deux, on aime beaucoup les affaires rétro, on aime le vintage, on aime les anciens films, on est beaucoup en amour avec les années 50, années 60. Donc, il y a tout cet imagination. Même la musique La aussi. musique qui vient de ça. Donc, il y a comme nos inspirations en tant que personne et designer, mais aussi quand on rentre dans un projet, c'est d'être inspiré par le client, par son intérieur, par ses goûts. Puis on fait remplir aussi un petit sondage. Un questionnaire, je sais pas si c'est quelque chose que d'autres designers font, mais on s'est rendu compte souvent quand on allait visiter les clients que c'était tout de business. Comme, OK, c'est quoi ta pièce? C'est quoi le problème dans ta pièce? Explique-moi. Puis là, finalement, ben, après une rencontre de 1 heure et demie, on sait tous les problèmes de la maison, mais on n'en sait pas plus sur les clients. Fait qu'on fait passer un questionnaire pour dire comme, ben, OK, on sait à qui on a affaire. Oui, explique-nous ta problématique, mais dis-nous t'es qui, c'est quoi tes goûts, tes plats préférés, un film fétiche, un voyage que tu as fait qui t'inspire, plein de questions comme ça que le client peut dire, ben, ça n'a pas rapport, mais qu'au final, quand il rentre chez eux puis qu'on a fait un concept, un plan, ben, ça répond à ses besoins parce que ça répond à ses goûts aussi. Puis on peut apprendre beaucoup sur les gens quand ils disent, ah, mon film préféré, c'est Blade Runner ou mon plat préféré, c'est du curry vert que j'ai goûté en Thaïlande lors de mes vacances. On apprend à connaître un peu la personne. C'est une grosse partie de l'inspiration pour un projet parce que oui, on puise dans nos goûts à nous, mais le ou la cliente, c'est comme l'inspiration première, puis évidemment l'architecture. Puis je pense qu'aussi, on a une faculté d'émerveillement très facile, Cathy et moi, qu'on va se promener dans la rue, on va voir quelque chose, puis on va dire ah, mais c'est bien cute. Ou bien l'autre jour, on était au milieu de la Gauchetière, puis il y avait un détail dans une rampe d'escalier. On avait l'air complètement niaiseux à photographier la rampe d'escalier. On disait, ah, on pourrait mettre ça dans un projet. Il y a comme un petit retrait, puis quelque chose, puis ah oui, ça serait vraiment beau. Comment on fabrique ça? Tu sais, faut être un peu fou. C'est le travail de designer, c'est ça qui nous allume. Quand on en avait parlé là, en pré-entrevue, c'était que ça allait plus que dans le design, c'est quasiment un service de rénovation. Là. Vous m'aviez parlé, dans le fond, comme quoi vous avez décidé de prendre le chemin plus clé en main pour le client, pour la cliente. Je voulais que vous me parliez un petit peu de ce que fait en sorte que vous avez pris cette décision-là, puis aussi à quoi ça ressemble là, un peu l'aspect clé en main. Peut-être aller expliquer un peu comment, tu sais, mettons, un client nous appelle ou nous écrit, premier courriel, voici mon projet, j'aimerais ça vous engager. On va avoir un appel découverte où on va vraiment poser des questions au client, savoir c'est quoi son échéancier, son budget, c'est quoi le projet en gros, c'est situé à quel endroit. Puis par la suite, on fait une consultation. Donc, on va sur place pour vraiment prendre connaissance des lieux, puis surtout prendre connaissance du client. Puis, après cette consultation-là, on est à même de qualifier, entre guillemets, notre client pour dire, OK, ben, tu as besoin de tel service de design. Parce que, bon, on peut faire une simple consultation, aller sur place et dire, ben, OK, en fait, tu n'as pas besoin d'un plan, tu as juste besoin de conseils. Donc, si on se déplace une fois, c'est suffisant. Ou on peut dire, ben, non, tu as vraiment besoin du service clé en main. Puis, je dirais, c'est surtout la majorité des projets qu'on fait, c'est ça. On s'est rendu compte au fil du temps que c'était plus facile pour le client et pour nous si on prenait en charge toutes les étapes du projet. Donc, que ce soit de la conception
jusqu'à la réalisation, commander le mobilier, commander les accessoires, faire un suivi de projet avec l'entrepreneur, s'assurer s'il y a des imprévus, de corriger le design. C'est vraiment, on est présent à toutes les étapes du projet pour éviter que le client se soucie de ça, puis pour s'assurer aussi que le résultat est à la hauteur de ses attentes. Parce que souvent, ce qu'on faisait avant par manque de temps, tout simplement, parce qu'au début, on n'était pas à temps plein dans l'entreprise, on avait les deux un emploi à temps plein. Ben, on donnait les plans aux clients, on donnait les choses à acheter, puis on le laissait aller avec tout ça, qui faisait en sorte que finalement, on avait des appels de panique, mettons le samedi soir, ben là, je reviens là, d'un voyage au centre de rénovation, j'ai rien trouvé. Qu'est-ce que je fais? Ou le produit, en ce moment, c'est comme la phrase, le produit est discontinué ou le produit est en rupture de stock. Ça, en ce moment, c'est comme notre réalité. Fait qu'on s'est dit, tu sais quoi, je pense qu'on va prendre les choses en main, puis on va s'occuper non seulement de concevoir le projet, faire les plans, les 3D, mais aussi de l'amener vers le résultat, donc de s'occuper vraiment de toute la phase exécution. Puis ça permet au client aussi de respecter son budget. Parce que je pense que les gens ne réalisent pas tous les petits détails qui vont dans un projet de design et où est-ce qu'on peut se tromper au courant d'un projet de rénovation. Et d'avoir un designer qui est capable de voir à l'avance, oh ben là, tu risques de te gourer, là, puis ça risque de te coûter cher, comme un express $600 ici, et puis là, parce que... Ça va vite. Exactement. Puis nous, on prévoit tous ces imprévus. On ne peut pas prévoir les imprévus, mais... On essaie. C'est ça. On peut voir où est-ce qu'il y a des opportunités pour améliorer le processus, pour que ça coûte moins cher. Exactement. Puis surtout dans un projet de design durable, comme on réutilise beaucoup plus d'existants, c'est sûr que lors de l'exécution, quand l'entrepreneur ouvre le mur, s'il y a une surprise et qu'il dit, ben là, il faudrait démolir une partie du mur, ben nous, on est là pour dire, OK, mais on va essayer de récupérer le plus possible ou on va essayer de changer le design pour contourner ça. C'est vraiment de garder le plus d'existence. C'est sûr que ça nous demande à nous d'être plus présents quand le projet commence réellement, quand on met le marteau dans le mur pour l'enlever. Donc, c'est ça. En faisant un service clé en main, un accompagnement pas à pas de A à Z, on s'assure qu'on est là pendant tout le projet et que ça se réalise selon les temps. Et qu'ils ne se sentent pas seuls parce qu'un projet de réno, ça demande énormément d'énergie mentale. Puis, comme j'ai vu beaucoup de détails, ça peut être très difficile pour un client à gérer tout seul. Donc, d'avoir une équipe de design, d'avoir les gens à l'écoute, ça peut vraiment aider le processus. Puis, passé présent, est-ce que vous spécialisez dans un type de design, dans un type d'espace ou vous allez vraiment avec le client, la cliente qui vous aborde? Je pense qu'on ne va pas se limiter. On est très polyvalent. On essaye de prendre les projets qui nous viennent. C'est sûr que s'il y a des projets qui ne vont pas vraiment avec nos valeurs, ben, on n'est pas rendu à une place qu'on peut rejeter des opportunités, mais en même temps, on essaye de s'aligner au moins avec des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que nous. Exactement. Qui veulent faire le design, prendre cette aventure de design durable avec nous aussi. Ça fait toujours partie du discours, justement, quand un client nous approche. Parce que beaucoup, tu sais, quand une entreprise commence, surtout dans le domaine du design ou de la rénovation, c'est souvent des références du bouche à oreille. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous ont approchés parce qu'ils nous connaissaient, nous, Jean-François et Cathy, et non parce qu'ils connaissaient l'entreprise. Donc, on a comme un petit travail d'éducation à faire de dire, ben, oui, on fait ton projet, mais en plus, ton projet va être durable et ça implique telle et telle affaire. À ce moment-là, au moins, le client sait dans quoi on s'embarque. Puis nous, on s'assure aussi qu'on va pouvoir réaliser son projet en respectant les valeurs de l'entreprise. Puis que ce soit résidentiel ou commercial, on fait des deux. C'est sûr qu'avec le contexte de pandémie, le domaine commercial, en ce moment, il n'y a pas autant d'actions qu'il y en avait. Le domaine résidentiel, par contre, est en ébullition. Fait que nous, bon, on va avec la demande des clients puis qu'est-ce qui nous arrive. C'est sûr que dans un fantasme, là, on se projette dans 5-10 ans. Si les contrats venaient à nous et qu'on était capable de les choisir, c'est sûr que ce serait super. Mais en même temps, je pense que c'est le fun aussi d'apporter le design durable
à tout le monde. Fait qu'à ce moment-là, même quelqu'un qui nous a pas approché pour ça, va bénéficier de cette approche-là. Justement, Jean-François, tu parles de sensibiliser le client, tout ça, puis des objectifs dans 5 à 10 ans. Ça serait quoi comme au niveau de la sensibilisation ou au niveau de l'impact que vous voulez que Passé Présent ait au Québec? Dans le fond, ça serait quoi vos objectifs, là? Ben, le long terme, mais je pense que c'est quand même assez facile à dire pour nous, là. Tu sais, quand on montait nos plans d'affaires puis tous les documents pour l'entreprise, c'était tout le temps comme on aimerait ça que notre manière de faire, C'est juste la norme. c'est ça, que ça devienne le standard de l'industrie. Puis que, tu sais, souvent, les gens disent, ah, le design, c'est compétitif, les boîtes de design sont en compétition. Oui, mais, tu sais, on aimerait ça que ce soit contagieux un peu notre fonctionnement, puis qu'on dise que le domaine nous emboîte le pas dans le design durable, puis que ça devienne vraiment la façon de faire. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Ce serait juste que plus de personnes aient cette réflexion-là, d'avoir cette réflexion à la base, de se dire, est-ce que j'ai besoin de jeter ça ou est-ce que je peux le réutiliser? Est-ce que je peux penser autrement? Parce que la planète, on en a besoin de cette réflexion. Puis à court terme, est-ce que vous avez comme un projet, quelque chose que vous voudriez pour Passé Présent? Cette année, on veut développer le côté commercial de l'entreprise. On est vraiment en mode sollicitation, d'approcher toutes sortes d'avenues pour faire des projets qui sont dans le domaine soit du design de bureau, du design de commerce, design institutionnel, parce que c'est vraiment une toute autre manière de procéder. Puis, comme c'est des projets souvent qui sont à plus grande échelle, c'est une plus grande échelle, mais c'est un peu plus standardisé. Donc, admettons, si on fait un bureau, oui, il va y avoir 20 bureaux fermés, mais ils sont tous pareils. Donc, ça nous permet, nous, de dire, OK, on va chercher un produit, admettons, le bureau lui-même, le meuble, on va chercher un bureau qui satisfait nos critères, puis on le réplique 20 fois, ben à ce moment-là, au final, il y a beaucoup plus d'items qui sont durables dans notre projet à cause de cette standardisation-là. Fait que nous, on veut essayer d'explorer ce côté-là, évidemment, tout en continuant à faire des contrats résidentiels, mais je dirais l'objectif 2021-2022, parce qu'on va finir, c'est vraiment ça. À moyen terme, on aimerait ça essayer de développer certains produits qui sont exclusifs à nous, des produits d'éco-citoyenneté. Je donne un exemple. Admettons, on fait des projets, puis souvent, on cherche toujours un produit qu'on ne trouve pas sur le marché. Fait qu'on s'est dit, c'est quoi, on va noter c'est quoi ces produits-là, puis on pourrait les concevoir. On a des contacts, on a des sous-traitants. Pourquoi pas les mettre à profit puis dire, ben, on fabrique quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans nos projets, mais quelqu'un peut aussi dire, ah, j'ai vu ça, passer présent le vent, ben, je vais l'acheter. C'est ça. On veut un exemple. On donne l'exemple d'un genre de sèche-linge rétractable ou quelque chose qui serait, c'est d'utiliser un objet un peu anodin que tu trouverais au Canadian Tire qui tombe en ruine. Un objet, justement, qui est pas durable. Tu sais, un sèche-linge, là, c'est toujours un petit peu brinque-ballant, puis tu dis comme, OK, ça va te faire 1 an, puis je vais le mettre au poubelle après. C'est pas beau, mais est-ce qu'on pourrait en créer un qui est joli, qui est comme un effet design, mais que la personne peut garder, peut le défaire, peut le remettre. En tout cas, c'est un exemple, mais on en a d'autres comme ça. Donc, vraiment des produits qui encouragent les gens à être plus responsables. Et qui vont durer. Et qui vont durer. Donc, c'est le genre d'idée qu'on a. Mais du point de vue esthétique, est-ce que vous avez un moyen pour vous que vous direz, ah, ça serait un moyen, dans le fond, de rendre plus durable si l'esthétique allait vers cette... Moi, je pense qu'on est rendu dans cette époque un peu, je sais pas c'est quoi le terme, je pense que c'est postmoderne. Ouais. Dans l'optique qu'il y a un peu de tout, que tout est pris puis remâché. On est vraiment dans cette époque-là. On le voit dans la musique, on le voit dans le décor, on le voit dans la mode. Tout passe. Donc, je pense que cet éclectisme-là, à la base, c'est plus durable parce que
tu cherches pas, mettons, dans les années 80, tout le monde avait des meubles d'un certain style. La salle de bain avait un certain style. C'est ça. C'est comme si tout était en mélamine blanche. Mais aujourd'hui, on pourrait pas dire, OK, on lance une tendance. Tout est dans un matériau de la même couleur, tous les meubles, tous les cabinets, whatever. Je pense que c'est vraiment de l'éclectisme. C'est d'amener toutes sortes d'influences. Puis, tu sais, veux pas, on est connecté au monde de par l'Internet, les médias sociaux. Fait on voit aussi que ça nous influence. On n'est plus juste, OK, on est à Montréal, c'est la culture montréalaise. On est vraiment ouvert sur le reste du pays, le reste du monde. Fait que ça vient teinter nos intérieurs. Les gens voyager plus, vont commencer à voyager plus. Donc, ça aussi, tu sais, ça fait des influences qui sont super intéressantes. On voit toutes sortes de cultures, donc on peut amener ça dans l'intérieur. C'est super motivant pour nous, honnêtement, d'être capable d'amener tous ces éléments-là puis de faire quelque chose de cohérent avec. Oui, on a un œil pour le design et les personnes qui l'ont. Tu es capable de reconnaître, mettons, des meubles de bonne qualité. Tu es capable de reconnaître des meubles scandinaves. Donc, on est classique. Exactement. C'est comme des styles de meubles qui vont jamais se démoder. Donc, si on est capable de développer cet œil pour le design, ben, tu peux la garder ta table une autre 50 ans. C'est ça. Ouais. Oui, puis souvent, ça nous permet aussi, tu sais, mettons que tu as un meuble, ça fait 20 ans que tu as un meuble, tu le vois plus. Mais nous, quand on arrive, on peut dire comme, oh, wow, OK, tu as un meuble danois, scandinave. Mais j'ai hérité ça. C'est ma grand-mère qui m'a donné ça. Mais le client peut porter un nouvel œil sur ce meuble-là et dire comme, ah, ben, OK, on va l'intégrer. Je pensais pas que tu aimais ça. C'est ça. C'est magnifique. Nous, on aime ça les défis, puis on aime ça régler des problèmes. Fait que, tu nous présentes avec du mobilier dépareillé. On va travailler fort là, pour que ça s'agence ensemble, mais ça va être vraiment fun. Ça marche. Justement, est-ce que vous transformez des fois des meubles que les gens ont déjà, comme un meuble en bois, par exemple, est-ce que vous le transformez pour qu'il matche? Ben, dernièrement, sur un projet, ils ont repeint la cuisine en Shopkins. Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'on a donné toute une nouvelle vie à une cuisine qui avait l'air un peu démodée, qui était sûrement pas belle au départ. Ça. Donc, il y a la sous-traitante qui est allée tout repeindre les cabinets de cuisine. C'est vraiment joli le résultat. Ça donne un autre coup d'œil. Puis, tu sais, une cuisine, ça coûte cher à faire. Fait qu'à la place de payer, je sais pas, moi, 15-20 000 pour une nouvelle cuisine, ils ont payé 1 000 $ pour la peinture. Puis même, tu sais, tu pourrais dire, je le fais moi-même, tu achètes la canne de peinture puis tu te lances un week-end complet. Oui. Sinon, l'exemple de la table, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai. Oui, on est en train de se renseigner sur adapter une table carrée pour y installer une rallonge pour faire une table qui s'ajusterait. Oui, puis ça, en fait, tu sais, nous, dans notre job au quotidien, on a beaucoup on fait beaucoup de projets où on approche une rembourreuse, un ébéniste pour restaurer du mobilier existant, mais là, c'est qu'on a été mis devant la situation qu'on avait besoin d'une table carrée avec une rallonge. Parce que ça arrive beaucoup en ce moment, c'est des gens qui ont une maison unifamiliale depuis une trentaine d'années, les enfants sont partis de la maison, puis là, ils réduisent, ils downsizent dans une plus petite résidence. Donc, ils veulent quand même pouvoir recevoir des gens, mais au quotidien, ils veulent pas avoir une table pour 8 personnes. Donc, c'est de trouver une table carrée avec des rallonges, ça court pas les rues. Fait qu'on s'est dit, ça peut coûter très cher oui, aussi. et ça peut être très long à recevoir. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas prendre une table rectangulaire seconde main qui va être en bois massif de belle qualité. On l'a fait couper par l'ébéniste, on fait installer une quincaillerie pour mettre une rallonge, puis pour une fraction du prix, puis dans un délai beaucoup plus raisonnable, on a un meuble de belle qualité qui est presque, en guillemets, sur mesure. Donc, on est en plein là-dedans en ce moment. On va voir si c'est quelque chose qu'on va répéter comme... Ouais, souvent, c'est des tests parce que comme c'est du mobilier seconde main,
il n'y a jamais une pièce qui est pareille. Donc, c'est de voir est-ce que cette recette-là, on est capable de l'appliquer dans d'autres projets ou si ça s'est moins bien passé, ben, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces erreurs-là, puis dire, OK, la prochaine fois qu'on restaure tel type de meuble, ben, on sait déjà quelles problématiques peuvent arriver, puis on va les éviter. Quand on fait du design durable, il y a beaucoup de réajustements. Ben, comme tu disais, c'est d'anticiper les imprévus quasiment. Il n'y a pas encore de boule de cristal, mais on peut utiliser, tirer profit de notre expertise, de notre expérience pour être capable de dire, ben, il peut arriver telle ou telle situation, mais on a déjà des solutions. En termes de temps, est-ce que vous trouvez que ça prend plus de temps à faire un design durable ou comparativement au métier que vous aviez eu avant, vous dites non, c'est à peu près, ça revient au même? C'est plus long? Plus long. Parce que il y a beaucoup de dimensions que tu rajoutes. Tu sais, mettons, je prends l'exemple encore de la table. Si j'avais dit, OK, on cherche une table carrée avec une rallonge, j'aurais fait le tour des fournisseurs sans me soucier d'où ça vient. J'aurais tapé table carrée avec une rallonge Canada ou Montréal dans Google. J'aurais trouvé un produit fait en Chine qui s'expédie en 1 mois. Je l'aurais commandé. Bon, ça aurait peut-être pas été le plus beau produit ou whatever, mais je me serais pas cassé la tête. Tandis que là, faut arriver avec l'idée, faut faire la recherche de dire ça existe déjà sur le marché local durable. OK, ça n'existe pas. Ben là, mon idée, ce qu'elle se fait, appelle l'ébéniste, envoie des dessins, envoie des courriels. Fait qu'une table qui aurait pris 1 heure à trouver a pris 1 semaine, finalement. Puis ensuite, il faut coordonner, OK, qui va aller chercher la table, qui va l'amener chez l'ébéniste, qui va... Quel fini est-ce qu'on va pouvoir appliquer à cette table-là? Parce que peut-être que le vernis qui a été appliqué, il va falloir qu'il le décape, qu'il fasse du travail dessus. Donc, il y a comme toutes des réflexions de plus à avoir. Sinon, tu aurais juste cliqué sur Wayfair, tu cliques, expédier. C'est livré à ta porte. Mais le résultat est tellement mieux que on est prêt à faire des sacrifices. Et à quoi ça ressemble la gestion de vos déchets sur un chantier, là? Ah, ça là, c'est une question épineuse. Parce que je dirais, il y a une bonne partie qui passe par la conception du fait que quand on fait nos plans, on s'assure de réutiliser du stock et on s'assure de faire un plan de démolition qui est très clair, qui réutilise le plus d'existants pour minimiser le plus qu'est-ce qui s'en va comme déchet. Mais après ça, comme on n'est pas sur le chantier... Mais ça ne relève pas de notre responsabilité. C'est ça. C'est à l'entrepreneur de... Lui, la gestion des déchets fait partie de son mandat à lui. Mais nous, on essaye de mettre des notes spécifiques dans nos plans pour sensibiliser au qui l'oblige de le faire de la bonne façon. Mais encore là, on ne peut pas être là faire la police des containers en arrière. Mais de s'encercler avec des entrepreneurs qui ont des valeurs similaires, qui ont fait des formations du genre éco-entrepreneur, ben, eux, ils savent comment faire le tri des déchets. Ils savent quel pourcentage peut aller à l'éco-centre versus justement à jeter complètement. Puis, mettons qu'on parle d'un projet de plus grande envergure, du genre projet commercial ou de bureau, bien souvent, c'est carrément une compagnie de démolition qui est engagée. Donc, à ce moment-là, comme c'est leur spécialité, disons que tu peux déjà avoir, sans doute, une confiance aveugle, là, mais tu peux dire que ils savent quoi faire avec les matériaux, ils savent où en disposer, puis comme ils se concentrent exclusivement là-dessus, tu sais qu'il n'y aura pas de raccourci ou de coin rond tourné. Même que c'est un sujet vraiment pour un autre podcast à un autre moment, mais il y a tout un phénomène qui s'appelle la déconstruction, qui est vraiment un phénomène super intéressant. Donc, ça va au-delà de la démolition. C'est quelqu'un qui rentre dans une maison qui va démonter carrément la maison pour réutiliser les matériaux dans un autre contexte. Puis ça, c'est encore plus stéphant comme idée. Mais bon, c'est un sujet pour une fois. Mais c'est ça, les équipes de démolition, ils ont une meilleure idée si la plainte peut être réutilisée, s'ils peuvent envoyer ça quelque part, si
s'il y a une valeur marchande, parce que des fois, ces choses-là ont des valeurs marchandes, ils peuvent le Exactement. revendre. Puis, Admettons, si on parle des luminaires, on sait que les luminaires sont peut-être pas au goût du client, mais c'est encore fonctionnel. Ça peut être revendu, ça peut être donné à des organismes comme Habitat pour l'humanité, qui a un magasin de matériaux. de construction. Exactement, c'est comme un quincaillerie de seconde main. Fait que ça, c'est super aussi. Puis des fois, carrément, nous, on va s'approvisionner là Oui. pour le projet final. Fait que c'est comme c'est une roue tournante. Là, tout le monde approvisionne la roue. Puis finalement, on finit par tous être satisfait. Puis pour terminer, ce serait quoi, dans le fond, le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait, dans le fond, venir vers vous pour vos services ou qui voudrait juste penser à comment commencer à entamer une réflexion sur modifier son espace, mais de manière durable, améliorer? Ben, peut-être en premier lieu, c'est d'avoir la vision de ce qu'ils veulent, de savoir exactement ce qu'ils veulent, de se faire un petit plan de match de c'est quoi leur rêve. Puis ensuite, de venir le décortiquer, puis de voir comment ils peuvent le réaliser en faisant le moins d'achats possible. Exactement. C'est vraiment de s'arrêter sur se poser les questions, c'est quoi les besoins, de quoi j'ai réellement besoin, tu sais, qu'est-ce qui est juste le rêve de design, puis qu'est-ce qui est vraiment une nécessité. Déjà là, on est capable de sortir les priorités. Qu'est-ce que j'ai déjà qui peut être réutilisé? Puis aussi, ça, c'est une question qui n'a même pas rapport à l'écologie, ça a juste rapport au projet de design. Le client doit faire ses devoirs en termes de budget. Tu sais, c'est bien beau. Nous, on part, on fait toujours un scénario de best case scenario, puis après ça, on va couper pour arriver au budget du client. Sauf qu'il faut qu'on sache combien le client est prêt à mettre. Ça nous donne aussi les paramètres pour dire, OK, ben on peut aller avec des matériaux durables dans les paramètres de ce budget-là. Donc, peut-être qu'on va se concentrer sur plus réutiliser l'existant qu'acheter des produits locaux qui sont faits sur mesure. Ou à l'inverse, si on a plus de budget, ben on peut se dire, OK, on est capable de faire un équilibre existant démolition, puis produits seconde main qu'on achète ou sur mesure ou de provenance locale. Une vision, un budget et aussi de regarder ce qu'ils peuvent réutiliser, puis s'armer avec une liste de fournisseurs seconde main, justement comme le Restore, qui ont des matériaux de construction seconde main, qui ont des meubles. C'est ça, tu sais, quelqu'un qui ne ferait pas nécessairement appel à nous, parce que, mettons, le projet n'est pas d'envergure, ben c'est ça. C'est vraiment d'être une éponge et de dire comme, OK, il y a ce magasin-là qui existe, cette ressource-là, ou carrément, tu sais, on essaie d'alimenter nos médias sociaux, puis on aimerait ça apporter une dimension éducative, entre guillemets, du fait de donner peut-être plus de ressources, donner des bonnes adresses. Même, tu sais, là, on est en train de voir avec différents fournisseurs qui sont pas nécessairement des fournisseurs de design, mais qui partagent des valeurs communes. Est-ce qu'on peut intégrer vos produits dans nos posts pour dire aux gens, ben regarde, tel fournisseur fait des savons, tel fournisseur fait du linge, tel fournisseur a des aliments, blablabla, qui respectent les valeurs. Puis à ce moment-là, non seulement tu regardes sur passé présent parce que tu veux les engager ou parce que tu trouves que les images sont belles, mais en plus, tu vas en retenir quelque chose. Tu vas dire, ah, mais regarde, passé présent, ils sont allés magasiner du vrac la semaine passée. On va y aller, nous autres aussi. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je remercie Cathy Thibault et Jean-François Rivet d'avoir été avec nous. Je vous invite à suivre leur travail via Instagram et à visiter leur site web passéprésent.ca. C'était Noémie Vido-Maillette de Collatero et on se retrouve pour un épisode avec Véronique Tanguy de la friperie web Véracité. En attendant, vous trouverez toutes nos références dans la description. À bientôt!